Au Bénin, les appels à candidature de l'opérateur économique Sébastien Adjavon se multiplient. Le sud-ouest du pays est mobilisé derrière l'homme en vue de la présidentielle du 28 février prochain. En Côte d'Ivoire, le président réélu Alassane Ouattara prêtera serment ce jour. C'est ce qu'a annoncé la télévision publique. Les violences perdurent en République centrafricaine. Au moins 3 personnes ont été tuées par balle ou égorgées au cours d'affrontements. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Au Bénin, à quelques jours de la présidentielle du 28 février prochain, les appels à candidature à l'endroit de l'opérateur économique Sébastien Adjavon se multiplient. Le sud-ouest du pays, comme un seul homme, a organisé en fin de semaine un géant meeting pour susciter à son tour sa candidature. Joël Yetonji pour plus de précisions. La mobilisation à elle seule, en ces lieux, est suffisamment expressive. Les élus locaux et communaux de Grand Popo, ville au sud-ouest du Bénin, frontalière au Togo, réclament la candidature du président du patronat béninois, Sébastien Adjavon. À leur côté, pour la même cause, un monde fou, plus de 15 000 âmes l'appelant à l'exercice du pouvoir suprême. Nous, femmes de la commune de Grand Popo, sommes décidées à braver tous les obstacles pour vous porter au perchoir dès le premier tour des élections présidentielles de 2016. À la suite des femmes, jeunes gens et cadres de la commune s'engagent à batailler afin que, de l'étape de souhait, cette candidature soit effective et passe en son temps comme une lettre à la poste. Adjavon Sébastien, nous avons déjà mobilisé des ressources pour payer votre caution. Toutes ces forces formulent à l'endroit du président Sébastien Adjavon Germain une seule requête, celle de recevoir ici à Grand Popo sa déclaration officielle de candidature aux élections présidentielles du 28 février 2016. Tous ces sympathisants devront prendre encore un peu leur mal en patience. À pratiquement un mois du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2016, le suspense ne devra plus trop durer. En Côte d'Ivoire, la cérémonie de prestation de serment que le président Alassane Ouattara voulait organiser rapidement aura lieu ce mardi matin, a annoncé la télévision publique. Alassane Dramane Ouattara, 73 ans, a devancé Pascal Affi-N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien FPI, fondé par Laurent Gbagbo, qui reste en dessous de la barre des 10% des élections législatives doivent avoir lieu dans les 2 prochains mois. Fier d'un bilan économique inattaquable selon lui, le président ivoirien dit vouloir poursuivre son programme promettant de faire reculer le chômage et de continuer l'électrification du pays qu'il entend doter d'infrastructures nouvelles sur le plan institutionnel. Il a promis une réforme de la Constitution. On reste en Côte d'Ivoire où le président du Conseil constitutionnel a déclaré Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle, une déclaration qui valide définitivement les résultats du scrutin du 25 octobre dernier. On écoute ici le président de l'institution, il est au micro de Chris Paterna-Sémian, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Décision numéro CI 2015 du 2 novembre 2015 portant proclamation du résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Inscrits 6 301 189. Votants 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Majorité absolue 1 564 872. Taux de participation 52,86%. Considérant qu'au terme de l'article 36 alinéa 1er de la Constitution, l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que sur 3 129 742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1 564 872 voix, M. Alassane Ouattara
a recueilli 2 618 229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66%, supérieur à la majorité absolue requise. Qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre 2015. Au Congo-Brazzaville, l'IDC et le FROCAD, les deux principales coalitions d'opposition, ont suspendu ce lundi les actions de désobéissance civile auxquelles elles avaient appelé pour protester contre les résultats du référendum du 25 octobre dernier. Devant la presse, les deux mouvements ont indiqué que cette décision a été prise dans un souci d'apaisement en vue de permettre la tenue d'un dialogue. Il faut rappeler qu'au lendemain de la proclamation des résultats du référendum, le FROCAD et l'IDC avaient appelé à des journées villes mortes tous les lundis, jeudis et vendredis à partir du 2 novembre jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ils entendaient ainsi contester les résultats du référendum qui devait ouvrir la voie à un autre mandat du président Denis Sassou Nguesso. En République centrafricaine, au moins 3 personnes ont été tuées par balle ou égorgées et plus de 100 maisons incendiées ce dimanche à Bangui au cours d'affrontements qui se poursuivent depuis plusieurs jours entre des musulmans et des miliciens anti-Balaka. Les violences ont baissé d'un cran ce lundi, mais des tirs sporadiques étaient entendus autour du PK5, bastion des militants de la capitale assiégés par des miliciens chrétiens anti-Balaka assistés d'éléments des forces armées républicaines, des forces armées centrafricaines. Faka, la peur s'est emparée des autres quartiers de Bangui où tout le monde se cramponne à son téléphone portable pour demander les nouvelles des proches se trouvant dans les zones de violence. Les habitants critiquent l'absence totale des forces nationales et internationales. Toujours en Centrafrique, à l'ouest du pays, Médecins sans frontières occupe avec le ministère de la Santé l'hôpital local. L'ONG prodigue des soins gratuits aux enfants de moins de 5 ans ainsi qu'à leurs parents. Dans cette zone du pays, ce sont le paludisme et la malnutrition qui causent le plus de décès chez les mineurs. Suivons ici un extrait de propos. Le mandat de MSF, c'est pour la prise en charge de la santé des enfants moins de 5 ans, plus les mères enceintes avec les activités psychosociales et la promotion de santé. Un travail en collaboration avec le ministère de la Santé. La première pathologie, c'est beaucoup plus le paludisme. Et deuxièmement, c'est les divers. Chez nous, on appelle ça les divers, les cas de fractures, les cas traumatiques, etc. Et les troisième pathologies qu'on reçoit beaucoup plus aussi, c'est les cas des infections respiratoires. Au niveau de la pédiatrie, le mois passé, par exemple, on reçoit plus de 327 patients. 327 patients, dont la majorité, c'est les enfants de moins de 5 ans. Le soin est gratuit, ce n'est pas payé. C'est pour cela qu'on amène nos enfants ici pour le soin gratuit. Et puis ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Ici, c'est très spécial parce que si tu as un enfant qui a tuberculose, ça veut dire qu'il a pris la tuberculose de quelqu'un. Habituellement, c'est quelqu'un de la famille, ou c'est un voisin, ou ça peut être à l'école, le prof. Donc, ils sont toujours des cas épidémiologiques. En Afrique du Sud, 4 policiers ont été arrêtés ce lundi pour meurtre après la diffusion d'une vidéo montrant la police en train de tirer à bout portant sur un homme à terre dans une rue résidentielle de la banlieue de Johannesburg. Les images enregistrées le 19 octobre en pleine journée par des caméras de surveillance à Gogersdorp, une ville minière à l'ouest de Johannesburg, montrent un jeune homme courir sur un trottoir puis s'effondrer visiblement blessé au bras alors que la police le poursuit en voiture. Les 4 officiers comparaîtront cette semaine pour le meurtre de Munguzi Mponza. La police sud-africaine a commis de nombreuses bavures ces dernières années. Elle est gangrénée par un manque de professionnalisme attribué notamment à la présence de dirigeants inexpérimentés ou corrompus. Restons en Afrique du Sud. La liberté surveillée de l'athlète paralympique Oscar Pistorius pourrait être de courte durée. En effet, il pourrait retourner en prison s'il est condamné à une peine plus lourde au terme de son procès en appel qui s'ouvre ce jour. Plus de précisions à travers ce reportage. Au terme de 6 mois d'un procès qui passionne l'opinion, Oscar Pistorius est reconnu coupable d'homicide involontaire, puis condamné à 5 ans de prison. Jugeant la peine d'une légèreté choquante, le parquet a décidé de faire appel pour tenter d'obtenir une condamnation pour meurtre passible d'au moins 15 ans de prison.
L'audience de mardi, qui est prévue sur une journée selon le calendrier de la Cour, sera retransmise en direct à la télévision comme le procès en première instance. Et le jugement pourrait être rendu la dernière semaine de novembre si tout se passe bien selon le greffier du tribunal, Paul Mayberg. En effet, de nombreuses options s'offrent aux juges. Ils peuvent rejeter l'appel, ils peuvent aussi l'accepter et prononcer une nouvelle condamnation, comme ils peuvent enfin décider de renvoyer l'affaire devant la haute cour pour un nouveau procès. Un dernier scénario hautement improbable selon des sources concordantes. Toutefois, Oscar Pistorius ne sera pas présent mardi devant la Cour suprême d'appel, selon la porte-parole de la famille Annelies Burgers. L'ancien athlète de 28 ans est en résidence surveillée chez son oncle à Pretoria depuis le 19 octobre, après avoir purgé un 5e de sa peine en prison. Désormais, son sort est entre les mains de la Cour d'appel sud-africaine qui pourrait le renvoyer illico derrière les barreaux mardi. Quelle que soit la décision de la Cour, la saga judiciaire Pistorius pourrait être loin d'être terminée. Les partis peuvent encore saisir la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire du pays, à condition d'en avoir les moyens. La Chine et la France ont accordé leur violon ce lundi à Pékin pour parvenir à un accord ambitieux et juridiquement contraignant pour la conférence de Paris sur le climat. Le dit accord est accompagné d'une clause de révision tous les 5 ans des engagements pris par les États. Voici les détails. Le mécanisme de suivi essentiel aux yeux de Paris, les engagements des États devront faire l'objet d'une revue complète tous les 5 ans sur les progrès accomplis. C'est ce qu'indique la déclaration des 2 présidents qui ont affiché leur détermination à œuvrer ensemble pour le succès de la conférence de Paris. L'accord a été annoncé dans une déclaration commune des présidents chinois et français Xi Jinping et François Hollande, réunis dans l'enceinte solennelle du Palais du Peuple. La Chine est nécessaire, indispensable même, pour que nous puissions trouver l'accord. D'abord parce que c'est un grand pays, et comme tout grand pays qui connaît une croissance élevée, c'est un pays émetteur de gaz à effet de serre. Et il était tout à fait décisif que je puisse venir ici, à Pékin, pour affirmer avec le président chinois notre volonté qu'il y ait un accord à Paris. Mais pas n'importe quel accord, un accord ambitieux. Le changement climatique est un défi planétaire que doivent relever ensemble tous les membres de la communauté internationale en valorisant leurs capacités respectives. Cela illustre également la détermination de la Chine et de la France à lutter contre le changement climatique et de créer une communauté qui partage une vision commune du destin de l'humanité. À un mois de l'ouverture de la COP 21, qui doit réunir quelques 195 pays, Pékin et Paris se sont ainsi prononcés pour que le difficile accord global attendu reflète le principe de responsabilité commune, mais différenciée dans le but de limiter la hausse de la température mondiale en dessous de 2 degrés. La déclaration révèle que le développement d'un marché national du carbone en Chine constitue une étape importante et un signal fort et encourageant. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.